Et comme promis, nous partons pour notre zoom dominical dans le Languedoc-Roussillon, visiter Perpignan. Perpignan, une ville de 120 000 habitants. Nous le verrons, c'est aussi la capitale de la Catalogne française. La culture catalane y est d'ailleurs omniprésente. Et nous partirons également en montagne, découvrir le mont Canigou qui culmine à 2784 mètres d'altitude. Entrons donc dans Perpignan, une ville aux multiples visages, située entre mer et montagne. C'est aussi un mélange d'histoire et de modernité. Perpignan reste bercé par la culture, marqué par de très grands noms, à commencer par Salvador Dali, qui a marqué son empreinte sur la gare dans les années 60. Des odeurs, des couleurs et une tramontane que nous font découvrir Antoine Habert, William Villemain et Jimmy Abou. C'est une ville où toutes les rues mènent au centre du monde. Depuis 50 ans, la gare de Perpignan est ainsi désignée. Un surnom qu'elle doit à un artiste hors du commun. À la gare de Perpignan, il est 17h21. Dali est happé par la foule. En 1965, Salvador Dali se rend à Perpignan, là où partent ses toiles à travers la planète. Il en fera donc son centre du monde. Des milliers d'admirateurs viennent l'accueillir dans cette gare qui l'inspire tant. Chaque fois que je passe à la gare de Perpignan, je découvre dans mon cerveau des idées tellement sublimes que c'est une sorte de véritable éjaculation imaginative. Enfin, les amis doivent presque me retenir à tel point je suis exalté. Aujourd'hui, Perpignan continue d'inspirer les artistes. Le chanteur Kali, par exemple, est né ici. Les succès de ses albums ne l'ont pas éloigné de sa ville. Il nous emmène à sa découverte. Nous sommes sur la place de la République de Perpignan. Et cette place a une particularité, c'est qu'au début, il y avait un grand préau qui couvrait tout ça. Ça a été détruit après pour beaucoup plus tard pour faire un parking en 1974. Et en 2006, il a été détruit, le parking est maintenant souterrain. Et grâce à ça, on revoit maintenant les belles bâtisses de Perpignan. Voilà. Donc c'est une place où dès qu'il fait un petit rayon de soleil, les gens se retrouvent ici. Ouais. Cette place est le poumon de la vieille ville, ses ruelles et ses magasins réhabilités. Là, je vous amène dans un restaurant, c'est ma table et c'est mon ancien batteur. Voilà. Donc il est à moitié fou, il est génial et c'est là qu'on mange bien. Bonjour à tous, bienvenue. C'est un quartier que je comparais un peu avec, sans prétention, un petit marais perpignanais, quoi, où il y a une clientèle bourgeoise qui aime bien se retrouver dans ces vieux endroits qui ont été à l'époque un petit peu abandonnés et qui aujourd'hui, peut-être grâce à leur cachet, un autre artiste, Phil Edwards. On se connaît tous, ou presque, quoi. Voilà, on sait qui on est. Voilà, ça, c'est le côté village qui est sympa. Et le côté village aussi, c'est que forcément, il n'y a pas, parce qu'à Paris, il n'y a pas les folies bergères. En même temps, les folies bergères, on s'en passe, je veux dire. Dans ce vieux Perpignan, des portes anonymes révèlent de petits trésors bien cachés. Nous sommes ici à l'hôtel Pams, propriété au 19e siècle de la famille Job, connue pour son célèbre papier à cigarette. On peut imaginer le couple qui accueillait ses invités depuis la barrière de manière un peu pompeuse et puis tous ces invités qui montaient l'escalier comme on vient de le faire. Et la magie de cette maison, on va la retrouver dans un jardin suspendu. Et là, subitement, ce grand espace, très vert, très fleuri. Un espace qui appartient désormais à la mairie qui en a fait le siège du festival Visa pour l'image. Au détour des ruelles, les odeurs nous mènent vers un lieu bien connu des Perpignanais. La rue Paratia est vouée depuis des siècles au commerce de bouche. Moi, je m'y sens bien. Je m'y sens bien, voilà. Épices, jambon, fruits de mer, Paratia attire toujours autant les clients. Mireille est poissonnière depuis 43 ans, 4e génération. Les vendeuses sont devenues clean-up. Quelle est l'ambiance dans cette rue? Extraordinaire. On a une ambiance super. Je saute un peu dessus tous les jours. On a une super ambiance, ouais. Il y a beaucoup de jeunes, c'est vraiment très agréable, ouais. Pour mieux comprendre Perpignan, il faut se rendre dans le quartier Saint-Jacques. C'est là que se sont installés les Gitans il y a plusieurs siècles. Ils cohabitent aujourd'hui avec les immigrés d'après-guerre et tous se retrouvent chaque matin sur le marché.
Saint-Jacques, c'est populaire, hein, c'est vraiment le quartier typique, convivial et famille. Quoi. La place internationale, il y a tout espagnol, gitan, catalan, il y a tout. Mais Perpignan, c'est la plus belle ville qu'il y a. Il y a 7 ans, Saint-Jacques a connu des violences entre communautés. Mais aujourd'hui, le quartier a retrouvé son calme et son charme. Momo, coiffeur, en est le témoin. Ce quartier-là, peu importe, même toi, tu viendrais vivre dans ce quartier, tu ne pourras plus t'en passer. Parce que c'est un quartier qui est plutôt famille. On est bien à Saint-Jacques. Non. On vit bien à Saint-Jacques. Oui, mais c'est pas comme Paris. Ici, l'avenir s'écrit en musique. Au conservatoire ce matin-là, le chef d'orchestre Daniel Tosi dirige les répétitions. C'est avec lui, à Perpignan, que Cali travaille à la composition de ses morceaux. J'adore aller aux 4 coins du monde, mais pour mieux revenir, pour me dire je reviens et je vais raconter tout ça. Et c'est vraiment important, ouais, c'est un lien à vie. Ouais. Aurais-je un jour assez de cran pour retourner au combat? Il me reste encore du sang sous les ongles. Du conservatoire au tout nouveau théâtre conçu par l'architecte Jean Nouvel. Les pièces s'y jouent aussi en catalan. Perpignan rappelle sans cesse sa proximité avec l'Espagne. La ville n'est qu'à 30 km de la frontière, au carrefour de l'Europe. Et jetons maintenant un coup d'œil à la une de la presse quotidienne régionale. Ce matin, en une de l'Indépendant, les Perpignanais ont pu découvrir la victoire difficile de l'USAP. Leur équipe de rugby, c'était hier soir face à Bordeaux. Le rugby qui fait partie intégrante de la culture locale, nous le disions tout à l'heure, Perpignan est la capitale de la Catalogne française. Être catalan, ce n'est pas seulement une identité, c'est aussi un sentiment, des traditions partagées par tous les habitants. En témoignent notamment la gastronomie et la langue catalane que nous font découvrir Jean-François Garcia et Lucas Roube. Nous sommes dans l'école d'Alembert à Perpignan, un établissement où les élèves consacrent la moitié de leur temps à l'apprentissage du catalan. Nous avons repris le corps, les différentes parties du corps. Ça leur permet d'acquérir donc le vocabulaire et de faire cette gymnastique, de passer d'une langue à une autre. L'objectif des enseignants est simple, leur apprendre une langue toujours vivante. Chaque parent a sa motivation, bien sûr. Donc, il y a ceux qui sont du pays, qui ont les grands-parents parlent encore le catalan, ou les parents parlent en catalan, ou n'osent pas parler le catalan, ils ne le savent pas, et c'est une occasion pour que leurs enfants l'apprennent. D'autant plus utile ici que, passé la frontière du Pertus, à 30 km à peine, le catalan est la langue usuelle de plus de 7 millions de personnes. Gérone, Barcelone, où les enfants lisent les mêmes contes, chantent les mêmes chansons. Une langue que l'on cultive jusque dans certaines cantines, gérées par les mairies. Avui tenim amanida, salmó, pastes. Car la Catalogne, c'est aussi une cuisine différente, venue de loin. Pierre-Henri la défend bec et ongles tous les jours dans son restaurant de Rivesaltes. Charcuterie, des anchois, les légumes avec l'escalivade, la rouste, les échines de porc, mais aussi après les saucisses que l'on sait si bien faire chez nos charcutiers d'ici, et ensuite également des boudins et les côtelettes d'agneau. Et souvent, en apéritif, des escargots grillés au feu de bois. Le tout accompagné de vin doux ou sec, de Banyuls ou bien de Collioure. Il y a plein d'influences ici, bien sûr l'influence catalane du sud, il y a l'influence de la Méditerranée, il y a l'influence même de nos montagnes, là, de l'Andorre un peu plus loin, de tout ça. Et tout ça, bien mélangé, a fait qu'on a une cuisine épicée. Lise preparada, tothom a vigilar, sisplau. Autre spécialité de la région, plus sportive celle-là, les castellers, les pyramides humaines. Enzo tranquil, molt finet. Un peu per l'Enzo, molt bé.
Les groupes comme celui-ci, de Bao, se produisent sur les places des villages à partir du printemps. Ils s'entraînent en salle en hiver. Ça a commencé dans les années 1800. Les gens ont décidé de se monter dessus pour faire des représentations. La fête. Voilà, la fête. C'était à la fin de fête. Et puis petit à petit, ça a pris. Et puis il y a des coyeux qui se sont montés. Il y avait la compétition entre les gens. Et puis voilà, de là est née l'activité castellère. Il y a espace de la charge. À Poulit, le micro, a dit. C'est un sport et de la tradition. Il y a le côté sportif et puis après il y a le côté culturel. Les castellers qui nécessitent cohésion et solidarité car le Castell, le château humain, s'effondrerait sans un élan, un effort collectif. Une solidarité qu'exige l'USAP de ses joueurs d'où qu'ils viennent. Un club centenaire, emblème sportif de Perpignan et alentour. Ici, les gens, ils mangent l'USAP, ils dorment l'USAP, ils vivent au rythme de l'USAP. Hein. Et quand l'USAP va mal, ça fait la gueule. Hein. Un style de jeu, une gastronomie, une langue, des traditions, les piliers en fait de l'identité catalane. Le tout sous deux couleurs, le sang et l'or. Éloignons-nous maintenant de la ville pour prendre un peu de hauteur. Vous le savez, nous sommes dans les Pyrénées-Orientales et les habitants de Perpignan ont la chance de pouvoir quitter le bord de mer pour profiter des joies de la montagne. Il faut à peine quelques dizaines de minutes pour arriver au pied des premiers sommets et un peu plus d'une heure pour rejoindre les stations de ski. Reportage de Sylvain Roland et Alain Simonet. Il est le dernier sommet à l'est des Pyrénées. Visible dans toute la Catalogne, omniprésent dans le panorama des Perpignanais, le mont Canigou rappelle à chaque instant que Perpignan est une des portes des Pyrénées. Au pied du Canigou, le parc naturel des Pyrénées catalanes offre ses trésors aux citadins. Nous, ça fait une douzaine d'années qu'on habite à Perpignan et on ne s'est pas encore lassé du paysage. On adore randonner et c'est vrai que les balades en raquette, ça permet de découvrir la montagne tranquillement. Donc ici, on est sur le lac de Pradeille. Il faut être très prudent. Dernièrement, il y a eu quelques redoux. Et c'est pour ça qu'on va le traverser vraiment sur une petite longueur. Quelques frissons bien contrôlés pour admirer les cimes enneigées à 2 heures à peine de la grande ville. Cachés dans les sommets, nichés au fond des bois, quelques 240 espèces protégées vivent ici. Et là, c'est pareil, hein, c'est le royaume de la raquette, du ski de randonnée, c'est magnifique, quoi. Filant vers l'ouest, traversant de bout en bout le parc naturel, un petit train jaune emmène touristes et habitants depuis plus de 100 ans. Wagons, locomotives ont traversé les âges et les saisons depuis 1910. C'est du matériel extrêmement robuste, c'est la conception ancienne et il a résisté 100 ans avec plusieurs rénovations bien sûr pendant son activité. Jean-Louis Alvarez a travaillé 35 ans sur le train jaune. Il a vu arriver des locomotives bien plus modernes, retirées de la circulation car elles abîmaient les rails. Le train emprunte aujourd'hui encore des ouvrages d'époque, tel ce pont suspendu, le dernier de son genre pour le transport ferroviaire, classé monument historique. Ça me fait vraiment chaud au cœur de retrouver d'abord des collègues de travail, puis l'ambiance train jaune, c'est assez particulier. C'est toute une partie de votre vie, ce train? C'est toute ma vie active. Si la fréquentation est aujourd'hui essentiellement touristique, le petit train jaune de Cerdagne a avant tout permis de désenclaver les villages de montagne. Alors quand la route, devenue plus rapide, a menacé le train dans les années 80, les villages ont mené bataille. Moi je suis le premier à la veste blanche. Et cette bataille c'était pour la défense, pour empêcher qu'on ferme le train jaune. Donc elle a duré 25 ans pour moi. Au final nous l'avons gagné. D'un héritage du passé à une montagne tournée vers l'avenir. Bienvenue dans un laboratoire de recherche de l'Université de Perpignan, à Font-Romeu. Ici, on mesure l'hémoglobine et l'hématocrite. On compare avec les paramètres obtenus en plaine.
Mesurer, comprendre, apprivoiser les effets de l'altitude sur le corps, voilà pourquoi il y a plus de 10 ans, l'université a délocalisé ce centre de recherche et d'enseignement. Une façon d'exploiter au mieux les atouts géographiques de Perpignan. C'est quand même quelque chose d'unique et de fort pour l'université de Perpignan, cette bivalence entre mer et montagne, mais qui sont les spécificités du département des Pyrénées-Orientales. Une proximité telle que Font-Romeu en serait presque la grande banlieue de Perpignan. On reste équilibré, on travaille autour de la jambe extérieure. Entraînement à la compétition au ski club. Une épaule comme ça, on essaie de rester droit, posé. Et parmi les skieurs, inévitablement, des habitants de la plaine. Je fais l'école à Perpignan et le week-end et les vacances, le ski ici. J'habite Perpignan, voilà. Mon père, il est moniteur de ski, donc je monte tous les week-ends et les vacances avec lui. Je pars dès que je finis l'école, je prends le bus et j'arrive ici. Et après, dimanche soir, je repars. À la fermeture des pistes, inutile de s'envoler pour partir. Dans un peu plus d'1 heure, vous êtes revenu à Perpignan. C'est la fin de ce Zoom consacré à Perpignan, un Zoom que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site internet tf1news.fr. La semaine prochaine, vous partirez pour Tahiti en compagnie de Claire Chazal. À 18h ce soir, n'oubliez pas, 7 à 8, présenté par Harry Roselmack. Je vous retrouverai juste après, à 20h. Très bel après-midi sur TF1.